Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Gueule de Bois. Le podcast qui vous parle de bois et un peu de bière. Aujourd'hui, on va vous parler de l'aménagement intérieur, puisque dans les épisodes précédents, qui se trouvent évidemment sur la playlist sur Spotify et sur YouTube, on avait découvert comment on coupait le bois, puis ensuite comment on le coupait en planches dans une scierie, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce bois au point de vue de l'énergie, puis même aussi au point de vue de la construction avec la construction spécifique des tiny house. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aménagement intérieur, pas forcément d'une tiny house, puisqu'on vit pas tous dans ce genre de petite maison, mais ça peut être l'aménagement d'une maison un peu plus grande. Pour ça, aujourd'hui, on a invité Delphine Bourguignon, qui nous vient donc de chez Bourguignon Bois. Alors pour ceux qui suivent un peu la chaîne YouTube, vous les connaissez déjà, puisque on a travaillé avec eux pour la fabrication de l'établi de l'atelier. On vous mettra un petit lien dans la... Et du baby-foot aussi, c'est vrai, on me rappelle que... C'est fou ça, en fait, finalement, il y a quand même pas mal... Mais tous les liens de toutes ces vidéos sont dans la description de l'épisode, évidemment, vous allez les voir pour voir un petit peu ce qu'on a pu fabriquer grâce à eux. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en partenariat avec Bois Local. Bois Local, c'est une marque belge collective qui vous assure que le bois que vous achetez provient de forêts proches de son lieu de transformation. Chez leurs adhérents, vous allez pouvoir trouver du bois pour vos réalisations, mais aussi des ustensiles de cuisine jusqu'à la maison en structure bois. Et évidemment, comme pour chaque épisode de ce podcast, l'invité d'aujourd'hui est un adhérent Bois Local. Je vais peut-être... Delphine, te laisser te présenter et présenter un petit peu Bourguignon Bois avant qu'on se lance dans le sujet de l'aménagement intérieur. Voilà, donc je suis Delphine Bourguignon, comme on vient de me présenter, et avec mes deux frères, Stéphane et Mathieu, on a repris l'entreprise de mes parents, il y a de ça un peu plus de 10 ans maintenant. L'entreprise est au départ une scierie. On a aussi un atelier de seconde transformation, donc plutôt de menuiserie. Et enfin, on a une grosse partie de notre activité qui est centrée autour du négoce de bois et de dérivés. Donc, ça va du bois de charpente en passant par les panneaux, les portes, les parquets, lambris, bardages, terrasses. En fait, tout ce qui est un peu fait à base de bois jusqu'à l'isolant en fibre de bois, notamment. Donc voilà, nos principaux produits, c'est vraiment la grande gamme de bois de charpente et puis la grande gamme aussi en parquet et plancher pour l'aménagement intérieur. On a pour ça un nouveau showroom à Wallin où il y a vraiment beaucoup de choix. Parfait, merci. Je rappelle aussi, oui, parce qu'on dit gueule de bois, il y a du bois et de la bière, que, évidemment, on va aussi goûter une bière pendant cet épisode. Pour tout vous dire, il est 10h30, on va pas commencer par la bière tout de suite, donc on la prendra peut-être plus tard, peut-être au moment du quiz, comme ça on pourra se détendre un petit peu. En tout cas, pour vous en parler rapidement, c'est une bière qui s'appelle La Baraque. Vous aurez compris le lien entre aménagement intérieur et baraque. Si vous ne l'avez pas compris, voilà, faites vos recherches. En tout cas, c'est une bière qui est donc brassée par la brasserie du Borinage, et on en parlera un peu plus tout à l'heure quand on ouvrira la bouteille. Évidemment, pour voir des photos, pour voir les liens, suivez-nous sur Instagram, vous aurez toutes les infos par là. Donc, on va se lancer dans l'épisode et dans les questions à proprement dit. La première question, c'était quel type de produit peut proposer Bourguignon, peut-être en particulier pour l'aménagement d'intérieur. T'en as vite fait parler, mais... Voilà, oui, donc pour l'aménagement intérieur, autant pour le sol, comme je le disais, des planchers. Le plancher, c'est vraiment ce qui constitue le sol porteur. Donc, c'est généralement épais, ça peut se clouer. À côté de ça, on a des parquets. Le parquet, c'est un revêtement de sol qui vient se poser sur un sol qui est porteur, un panneau, une chape. Généralement, c'est les techniques de pose plus modernes, je vais dire. Et notamment en parquet, là, la gamme est vraiment très large, notamment en parquet semi-massif, qui sont des parquets très stables et faciles à poser. Il y a des versions brutes, il y a des versions à finir. Enfin non, justement, les versions brutes sont des versions à finir avec les produits qu'on aura choisis, qu'on peut proposer en magasin. Et il y a des versions finies d'usine où là, il n'y a plus qu'à poser, on peut directement profiter du sol. En revêtement sol, c'est principalement ça qu'on propose. Et puis, pour l'aménagement intérieur en matière de bois, il y a bien sûr les panneaux, mais il y a aussi tout ce qui est lambris, donc planches rainurées, languettées,
ou petites lattes, qui sont fort à la mode maintenant pour l'aménagement intérieur, pour la réalisation de claustras. Et notamment en bois local, on essaie de nous promouvoir le peuplier, qui est une essence vraiment locale et qui est vraiment appropriée pour l'utilisation en revêtement de murs, puisque les murs ne sont pas sollicités au frottement. Le peuplier, c'est un bois léger et tendre, donc il ne convient pas particulièrement pour le sol, mais il convient très bien pour l'aménagement de murs. C'est un bois clair, facile aussi à mettre en œuvre. Et à côté de ça, bien sûr, on a aussi d'autres choses que le bois, comme le fermacell, qui sont des panneaux assez solides et qui permettent justement de travailler avec de la fibre de gypse plutôt que du plâtre. Ça, c'est plus ou moins le tour en aménagement intérieur, en tout cas. Après, le bois se décline évidemment pour l'aménagement extérieur en terrasse et bardage. Oui, et là aussi, il y a un choix. Le choix est assez large aussi. Je ne sais pas trop si on doit aller plus loin là-dedans, mais évidemment, on peut tout à fait, oui. Voilà. Le choix en plancher de terrasse et en bardage, surtout ces dernières années, les bardages pour l'aménagement extérieur, la gamme s'est fortement étendue. Là où il y a une dizaine d'années, on avait uniquement du bardage qu'on appelle fermé avec rainure et languette. Maintenant, on a beaucoup de bardages qui sont des bardages ajourés. C'est aussi facile à mettre en œuvre, ça permet au bois de bien respirer. Au niveau architectural, ça permet de créer aussi des effets dans les façades. Et donc, en plus, comme généralement les lames sont plus petites, ça permet d'utiliser plus d'essence, même des essences qui pourraient être un peu moins stables. Cette manière de pose permet vraiment au bois de travailler un peu plus que quand il est rainuré, languetté, donc fermé avec des joints qui ne peuvent pas se défaire dans ce cas-là. Donc voilà, mais ça s'intègre aussi à l'intérieur, ce type de réflexion sur la stabilité du bois, oui. Son usage, c'est des réflexions qui vont à l'intérieur aussi. Oui, tout à fait, parce que tu parlais du peuplier pour les murs et qu'on ne l'utilisait pas pour les planchers. Oui. Quelles sont justement les essences qu'on va plutôt privilégier pour du plancher Alors, quand on considère le bois pour une utilisation en aménagement intérieur ou même extérieur, il y a 3 critères à prendre en considération. Il y a la dureté du bois. Ça, c'est sa masse volumique. Est-ce que c'est un bois dur? Est-ce que c'est un bois tendre? En fonction du type de pièce, du type d'utilisation, on pourra plutôt tendre vers un bois qui doit être dur, ou alors la pièce est moins sollicitée, on peut prendre un bois plus tendre. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est sa stabilité. Est-ce que c'est un bois qui se déforme facilement ou pas? En fonction de ça, ça va un peu déterminer le type de peau. Si c'est un bois qui travaille beaucoup, il va devoir être plus fort fixé, donc mieux retenu pour contrecarrer le mouvement du bois. Et le troisième critère, c'est la durabilité du bois. Alors durabilité dans le sens, est-ce que le bois pourrit vite ou pas? À l'intérieur, ça fait moins sens, mais à l'extérieur, évidemment, là, ça prend tout son sens. Éventuellement, c'est une essence qui est naturellement peu durable, il va falloir la traiter, mais ça, je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast. Exactement. Et donc, si je dois prendre des exemples concrets, voilà, on se dit, tiens, on mettrait bien du parquet dans le salon. Le salon, pièce fort sollicitée, donc on va se dire, ok, un bois dur, donc on va aller en effet vers le chêne, le frêne, pour des essences locales, qui sont des bois avec une densité suffisante que pour bien résister au frottement et à la sollicitation. Si c'est pour les chambres, on va pouvoir opter pour une essence un peu plus tendre, comme du mélèze, du pin, enfin du châtaignier qui est un tout petit peu plus tendre que le chêne, mais qui reste quand même dans les bois plutôt durs. Mais donc là, on peut prendre des essences un peu moins dures, puisque les pièces sont moins sollicitées. Ça, c'est les principaux critères qui sont importants. Si on est en salle de bain, on peut mettre du bois en salle de bain en soi. Okay. Une question qui revient aussi de temps en temps. Oui, tout à fait. C'est pas un problème en soi. Il faut savoir qu'évidemment, avec des variations de température plus importantes dans une pièce d'eau, des variations de température, mais aussi d'humidité, le bois, il va être soumis évidemment à des plus fortes variations, et donc il va s'adapter à cela, et donc potentiellement plus travailler, surtout si c'est un bois qui travaille beaucoup. Et donc il faut qu'il soit bien fixé. Il ne faut pas prendre des lames trop larges, parce qu'au plus c'est large, au plus ça travaille. Okay. Il faut bien le fixer, et il faut bien le protéger, et ça peut très bien convenir en pièce d'eau aussi. Voilà. Ok, c'est vrai que oui. Du coup, il y a ces 3 critères hyper importants qu'il faut suivre. Je suppose que, pour revenir à l'entreprise Bourguignon Bois, si on vient chez vous et qu'on a un projet, une idée, vous pouvez conseiller vers quelle essence. Oui, certainement, en fonction du type de... On va prendre en considération le type de pièce, dans quel type de pièce ça va être posé. On va prendre en considération aussi les désiderata au niveau esthétique. Généralement, est-ce que c'est un bois clair, un bois plus foncé, un bois qui peut présenter des nœuds, avoir un aspect plus vivant, ou un bois qui doit être plutôt assez neutre et contemporain.
Donc tout ça sont des critères qui vont être pris en considération pour amener vers vers un choix, en tout cas, de planche qui peut convenir. Et puis, oui, comme je disais, l'esthétique, des planches plus ou moins larges, un bois plus ou moins clair, plus ou moins rustique. Le panel est là. Oui, j'allais dire, en termes de bois, il y a de quoi, il y a de quoi choisir, quoi. On a parlé du bois à l'intérieur et du bois à l'extérieur. Pareil, au niveau des choix d'essence, est-ce qu'il y a pour l'extérieur en particulier, est-ce qu'il y a des essences qui sont à privilégier pour l'extérieur? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des essences où on doit mettre moins de protection, ou est-ce qu'on doit moins... Là, les critères qu'on va plus prendre en considération pour l'extérieur, en tout cas si on parle de bardage, ça va être la durabilité et la stabilité. Si on parle de plancher de terrasse, la dureté peut intervenir aussi. Alors, il faut quand même toujours partir vers des essences durables. Alors, soit elles sont naturellement durables, tous les bois, enfin pas tous, mais une grande majorité des bois exotiques sont naturellement durables. Il n'y a pas besoin de leur apporter un traitement pour augmenter leur durabilité. Maintenant, il y a des bois indigènes qui sont aussi suffisamment durables naturellement. Le chêne, le mélèze, naturellement, sont des essences durables qui peuvent être utilisées dans ce type de... Enfin oui, en tout cas en plancher et en bardage, en plancher de terrasse ou en bardage sans problème. Maintenant, si on a affaire à des essences naturellement moins durables, du sapin, de l'épicéa, même du Douglas, là on va envisager un traitement qui va augmenter la durabilité du bois. Traitement soit en autoclave, donc là c'est l'autoclave, c'est un type de traitement sous vide. Bon, le bois est placé dans une cuve, la cuve est mise sous vide, la cuve se remplit de produits, donc le produit pénètre grâce au vide dans le bois. Et à ce moment-là, dans le bois, sur quelques millimètres. Ok, oui. On n'est pas... bois, ça, c'est pas possible. Pas complètement. Et donc ça va augmenter la durabilité du bois. Ou alors des bois thermotraités. Ça, c'est le nouveau type de traitement qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Un traitement thermique. En fait, on chauffe le bois à un certain degré, une certaine température. Et ce traitement, en fait, va détruire tout ce qui peut être attaqué dans le bois. Donc, tout ce dont les insectes pourraient se nourrir, par exemple, ça va être détruit. Donc le bois va être très durable et très stable. Mais généralement, il perd un petit peu en caractéristiques structurelles, mécaniques. Donc il devient un peu plus léger, un peu plus tendre. Mais c'est un traitement qui est fort utilisé, par exemple, sur le sapin. C'est un traitement qui est utilisé aussi sur certains bois exotiques qui sont peu durables. Ça existe aussi. Et donc ces bois-là sont thermotraités. Le peuplier peut être thermotraité. C'est une essence indigène peu durable, mais une fois qu'elle est traitée comme ça thermiquement, elle devient durable. Ça, c'est les principaux types de traitements. Donc on était parti de la question de l'utilisation du bois à l'extérieur. Oui, et donc, quel bois est-ce qu'il y aurait donc, en bois indigène, chêne et mélèze principalement. Et maintenant, tout le panel des bois exotiques ou tout le panel des bois moins durables, mais qui ont subi un traitement, qui ont reçu un traitement, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pour revenir sur le traitement par la chaleur, le chaud, on a du hêtre torréfié qui est juste là au-dessus, qui était fait chez Sidus. Oui. Donc j'invite aussi les gens à aller faire un tour sur la chaîne parce qu'on a été visiter leurs installations. Le hêtre, c'est un bois particulièrement difficile à travailler. C'est un bois qui n'est pas évident à travailler, donc ils sont plus passés sur le peuplier maintenant, ce qui est pas une mauvaise idée en soi, parce que le peuplier, c'est chaud, quoi. C'est pas facile à travailler. Mais c'est vrai que c'était intéressant, c'est hyper intéressant comme technique pour pouvoir rendre ces bois un peu plus durables. Je voulais revenir un peu sur le plancher en bois, parce qu'il a parfois un peu mauvaise presse au niveau du son, parce qu'on a tous un peu cette idée de plancher en bois qui grince partout et pas agréable à la maison. Ou est-ce qu'il y a des solutions pour... Alors en fait, ce qui grince, il y a plusieurs origines à ça. Je veux dire, la manière traditionnelle un peu plus ancienne de poser du plancher, comme j'expliquais tout à l'heure, on était souvent sur un gîtage, on faisait pas de chape, donc on travaillait plutôt sur un gîtage en bois, avec du bois fixé dessus directement. Donc bois sur bois, les deux bois travaillent, ça fait du bruit, inévitablement. Si on se trouve maintenant encore à l'heure actuelle avec ce type de structure et une maison à rénover où c'est un gîtage, alors oui, il y a des solutions. On essaie généralement de désolidariser ce qui constitue le plancher porteur, donc les gîtes et le panneau, et puis on va mettre le plancher au-dessus en essayant de ne pas relier les deux mécaniquement pour éviter justement ce phénomène-là de grincement. Ce qui peut aussi causer ça, c'est le phénomène de poser du parquet sur un sol qui n'est pas plan. Alors, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution miracle, même si les gens aimeraient bien parfois qu'on leur trouve une solution miracle. S'ils sont dans une vieille maison avec un vieux plancher en sapin, sur un gîtage qui s'est laissé un peu aller, qui a besoin d'être renforcé, le sol n'est pas plan, il n'y a rien à faire. S'ils mettent des planches droites dessus,
ça va faire du bruit. Inévitablement, ça va faire du bruit puisque ce ne sera pas bien un plan et donc il y aura des espaces où il y aura de l'air et donc ça fera du bruit quand ils vont marcher. Ça, c'est inévitable. Et pour ça, il faut en fait enlever l'ancien plancher, redresser le gîtage, remettre un bateau, que tout soit bien plan et puis travailler avec idéalement une sous-couche, un feutre pour pouvoir poser du plancher. Là, normalement, il n'y a pas de souci au niveau du grincement, si c'est ce bruit-là. Voilà. Alors, certains clients aiment par contre ça. J'ai déjà eu affaire à des gens qui me disent « Ah non, ça fait vrai, ça fait authentique. » Je dois dire que chez moi, parfois, j'aime bien, mais alors parfois, quand je dois me réveiller plus tôt que tout le monde et que c'est pas les autres qui n'aiment pas. Voilà. Donc voilà, après, le bois reste un matériau qui, au fil des saisons, va quand même bouger un peu. Auparavant, parce que les colles sont beaucoup moins cassantes, les colles sont plus élastiques, et donc on n'a pas de risque, ce qui se présentait aussi il y a jusqu'à une quinzaine d'années, je pense, mais peut-être 20, les colles à l'alcool qui étaient plus cassantes, et donc à un certain moment, en fait, la colle se cassait en dessous du plancher, et donc le bois était libre, et donc ça faisait du bruit. Évidemment, ça c'est un phénomène qui n'arrive plus avec les nouvelles colles beaucoup plus élastiques, et qui absorbe justement ce qui pourrait arriver au niveau du son. Il y a beaucoup de sous-couches aussi qui sont nettement plus efficaces. Alors, faut pas hésiter, je pense, à prendre une bonne sous-couche. Parfois, les gens prennent une sous-couche qui est pas top, mais en fait, c'est un mauvais calcul dans le temps, parce que si la sous-couche finit par s'écraser, elle aura plus d'effet acoustique. Donc voilà, et puis il y a des petites précautions. Par exemple, je reviens sur le gîtage, fixer du plancher sur un gîtage. Si on tire par exemple un trait de colle PU sur la gîte avant de mettre son plan, enfin au fur et à mesure qu'on pose le plancher et qu'on le visse en plus, ça fait quand même un support acoustique supplémentaire qui évite un peu les phénomènes de grincement. Donc il y a quand même des petits trucs qui sont qui moyen de mettre en place. Qui moyen de mettre en place si on veut éviter ça. Okay. Je reviens sur le bardage parce qu'en fait tu m'as posé la question sur le traitement du bardage, comment, et en fait j'ai pas répondu. Non, c'est vrai, mais on peut voilà. On peut et du coup ça me resté en tête. On peut revenir dessus. Ouais, le traitement en fait alors il y a aucun bois qui en tout cas si le bois est assez durable pour être posé à l'extérieur, le traitement c'est un traitement esthétique, quoi. C'est pas un traitement qui va augmenter la durabilité, c'est juste un traitement qui va éviter que la couleur du bois ne change. Tous les bois à l'extérieur changent. Oui. C'est les rayons UV qui détruisent la lignine. Si la lignine, elle s'en va au fil des pluies, etc. Et donc, on voit la cellulose elle est grise. Alors, en soi, c'est pas grave, ça n'altère pas la structure du bois, c'est juste que c'est un phénomène esthétique, quoi. Donc, si on veut pas que le bois devienne gris, il y a qu'une seule possibilité, il faut traiter avec une lasure pigmentée. Si on met quelque chose qui n'est pas pigmenté, les rayons UV vont continuer d'agir et ça va quand même devenir gris. Et en fonction, c'est principalement la durée de vie d'une lasure, ça dépend principalement de l'orientation et de la manière dont c'est appliqué au départ. Nous, ce qu'on conseille pas mal, en tout cas à l'heure actuelle, c'est des bardages qui sont déjà gris, donc ils sont grisés avec un produit de traitement directement à l'usine. Okay. Quand on les reçoit, ils sont déjà gris. Au fil du temps, la lasure va se délaver petit à petit et le phénomène naturel de grisaillement va apparaître, mais on n'aura pas ce passage un peu embêtant entre il y a des parties grises, des parties pas grises. Oui. Ce sera déjà gris partout. Déjà gris. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne alternative. Maintenant, celui qui veut garder un bardage couleur bois, il n'y a pas de miracle, il faut appliquer une lasure de manière relativement régulière. Je vais pas tourner autour du pot. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, non. Voilà, il va falloir travailler, quoi. Voilà, faut de temps en temps remettre une couche, et ça dépend en effet, comme je disais, de l'orientation pas mal, et de la teinte aussi. Au plus c'est foncé, au plus ça va quand même se diliter assez vite, donc il faut quand même rester dans une teinte assez proche du bois, pas trop foncé, et puis se dire qu'il faut renouveler ça de temps en temps. Mais c'est pas parce que le bois devient gris qui n'est plus, qui pourrit ou qui devient mauvais, quoi. Non, pas du tout, c'est purement un phénomène esthétique, ça n'a rien de structurel et ça n'altère même en rien la durabilité du bois, en fait. Ok, c'est bon à savoir quand même. Moi, je voulais juste revenir sur le son. On va me dire que je suis obsédé par le son, mais au niveau de l'acoustique, tu as vite fait parler de panneaux de fibres de bois pour isoler. Oui. C'est quoi exactement comme matériau, en fait? Alors, si on parle d'isolation, quand on parle d'acoustique, il y a deux phénomènes à distinguer. Il y a les bruits aériens, donc les gens qui parlent, la télévision qui fonctionne, et puis les bruits de pas, donc c'est le type de son qu'on rencontre dans les habitations. Et alors, si on prend l'isolant en fibre de bois, on a la possibilité de l'avoir sous forme d'isolant de masse, donc des matelas. Okay. À ce moment-là, nous, on travaille une marque qui s'appelle Steikoflex et qui propose des matelas de 40 à 240 mm d'épaisseur.
C'est pour isoler principalement les murs, bien sûr les murs, la toiture, l'espace entre les gîtes si on est sur un plancher. Ça, c'est un isolant de masse et ça permet de réduire fortement les bruits aériens. Donc d'un étage à l'autre, on ne va pas entendre la télévision qui fonctionne ou les gens qui parlent. À côté de ça, il y a des isolants aussi plus minces, des isolants minces, de la fibre de bois compressée. Et ça, on va l'utiliser plutôt pour les bruits de pas. Donc si on va désolidariser justement le plancher du revêtement de sol, et c'est ce qu'on va mettre en dessous du parquet. Et donc ça se vend sous forme de panneaux plutôt rigides qu'on met en dessous du parquet et qui absorbent plutôt les bruits de pas. Et là, voilà, c'est ce type de fréquence-là. Et aussi, plus on altère le type de couche, au moins il y a de fréquences qui passent. Donc si on travaille avec un panneau d'OSB et puis un panneau en fibre de bois et puis un parquet, on a déjà 3 matériaux différents et donc moins de fréquences qui passent. Donc la fibre de bois se décline en effet dans différents types d'isolants et même de l'isolant qu'on peut aussi souffler. Donc ça permet aussi, quand on travaille en maison ossature bois, là c'est des isolants qui peuvent être soufflés avec une machine qu'on loue aussi d'ailleurs pour pouvoir isoler plus rapidement en fait qu'avec des matelas. Parfait. Donc là normalement niveau son on est bon. Si on a suivi la pose du plancher comme il faut, qu'on a mis les bonnes protections, normalement il y a moyen d'être... Ouais, là normalement on est bien. Plutôt pas mal. Je regarde un peu mes questions que j'avais notées, mais on a déjà pas mal fait le tour. Je ne sais pas si toi il y a quelque chose qui te semblerait primordial à aborder. Une question qui revient souvent, c'est celle que tu as évoquée, c'est le traitement du bois. Oui, j'ai l'impression que ça... Ouais, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et on n'a pas parlé de la terrasse, parce que ça c'est une question qui vient aussi souvent. Les gens me disent « Ah mais la terrasse, est-ce qu'il faut que je l'entretienne ?» Alors moi je dis ce qu'il faut faire, en tout cas c'est la nettoyer. Oui, c'est déjà pas mal. Il n'y a aucun truc qui s'auto-entretient, ça c'est sûr. Non, Même les clinkers, ça ne fait pas, l'auto-entretien, ça ne marche pas. Donc, nettoyer régulièrement, ça c'est un conseil que je donne souvent. Ah, pourquoi ma terrasse devient glissante ? Mais c'est généralement parce qu'on n'a pas nettoyé en fait. Parce que ce qui rend glissant, c'est les algues et la mousse qui se forment. Et ça part quand on nettoie avec une brosse dure. Jamais de Karcher, parce que ce week-end, je l'ai encore entendu pour dire « Ah, mais je veux passer un coup de Karcher. » Je dis « Non, pas le Karcher sur le bois. » Et pourquoi pas de Karcher sur le bois ? Parce que la haute pression, en fait, ça va faire éclater les fibres du bois. Et quand les fibres sont arrachées et sont abîmées, eh bien, l'eau pénètre vraiment beaucoup plus. Okay. Et donc, voilà, une fois que Donc, on abîme vraiment le... Et ça peut le faire pourrir de l'intérieur, du coup, à ce moment-là où... Comment ça peut si l'eau peut rentrer, si la fibre de bois éclate à ce moment-là dans les planches, ça peut le faire pourrir de... Ah oui, à ce moment-là, le bois s'abîme beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Exactement, le bois va s'abîmer beaucoup plus vite. Il va devenir rêche, va y avoir des échardes. Enfin, ça va vraiment pas être... il va falloir vraiment poncer très fort après. Donc, jamais de Karcher. Okay. Maintenant, Karcher fait des brosses spéciales terrasse. Ça va. Mais donc, quand je parle Karcher, oui, c'est vraiment le gros jet. En disant, ouais, ça peut bien partir la crasse, oui, mais c'est pas l'idéal. On pense gagner un peu de temps, mais en fait, après... Non, c'est pas bon. Donc, terrasse 2 fois par an minimum, nettoyer avec un savon spécifique pour les terrasses. Après, application ou non d'un produit, là, on parle de saturateur plutôt pour mettre sur les surfaces horizontales. Sollicité au frottement, on parle plutôt d'un saturateur. Pour les surfaces verticales, comme le bardage, dont on parlait d'une lasure, mais donc au sol, on va parler d'un saturateur. Si on décide d'en appliquer, oui, il faut se dire que tous les 2 ans, il faut en réappliquer, quoi. C'est plus ou moins l'ordre d'idée. Okay. C'est vrai qu'il y a des produits maintenant qui s'appliquent. La première fois, c'est 3 couches, mais après, c'est plus qu'une seule couche si on le fait de manière régulière. Le tout, en fait, c'est de bien se connaître. Moi, le conseil que je donne aux gens, c'est vous devez bien vous connaître. Est-ce que vous êtes très exigeant, vous voulez quelque chose de nickel ? À ce moment-là, vous savez que vous allez devoir le faire. Mais est-ce que, si vous êtes prêt à le faire, c'est bon. Maintenant, si vous êtes cool et que ça va, mais laissez le bois devenir gris et nettoyez-le juste. Et c'est très très bien comme ça, en fait. Le nettoyage, c'est le seul truc qui est indispensable, comme ça le sera avec un autre matériau. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Pareil que pour le bardage, pour garder la teinte bois, il faut utiliser un produit légèrement pigmenté. Ok. Et du coup, en parlant d'entretien,
En passant à l'intérieur, est-ce que les planchers, il y a un entretien particulier à avoir dessus? En fait, l'entretien des planchers, ça va dépendre du type de produit qui a été utilisé pour le traitement au départ. Il y a deux grandes catégories de produits. Il y a les encaustiques, donc tout ce qui est huile, et il y a les vitrificateurs, aussi appelés vernis. Ça, c'est les grands deux types de traitements. Le vernis, ça fait plutôt un film sur le bois. Alors auparavant, ce film rendait l'aspect du bois un peu brillant parce que ça reflétait fort la lumière, mais à l'heure actuelle, il y a vraiment des vernis qui sont très mats. Donc ça a fort évolué sur 10 ans et qui, de ce fait-là, se rapproche en fait d'une finition à l'huile. L'huile, elle va plutôt pénétrer dans le bois et protéger le bois de l'intérieur. Alors, chaque produit a aussi ses avantages et ses inconvénients. Un vitrificateur, comme ça travaille plutôt, ça fait plutôt un film, ça protège quand même assez bien de tout ce qui est liquide. Rien à faire. Une huile, ça sature, donc il faut vraiment que le bois soit bien saturé pour que les liquides ne pénètrent pas. Alors, l'avantage de l'huile, c'est qu'on peut renouveler localement. Donc s'il y a un endroit où ça devient un peu plus terne, devant le canapé, devant l'entrée, on peut remettre une couche d'huile localement. Ça, c'est pas possible avec un vitrificateur. Un vernis, il va falloir vraiment tout poncer et tout recommencer. Il n'y a pas d'application locale possible. Au fil du temps, suivant la qualité du vernis, il va y avoir des micro-griffes, etc. Et ça va un peu salir. Et ça, c'est pas récupérable sans passer par le ponçage. En fait, il y a des produits qui sont légèrement... des rénovateurs pour vernis qui font une sorte de polish et qui rénovent un peu, mais à un certain moment, il faut quand même poncer. Tandis que l'huile, et à nouveau, c'est la même réflexion, il faut bien se connaître, quoi. Est-ce que si je mets de l'huile, je suis prêt à temps me dire, ok, je remets un peu d'huile à certains endroits, ou si je préfère avoir la paix complète et me dire, ok, dans 10 ans, je reponce tout, mais alors on peut opter pour le vernis. Mais à nouveau, ça dépend aussi du type de pièce. Donc si on est dans des chambres, on sait qu'a priori, on n'arrive pas avec les pieds sales de dehors, et voilà. Donc, a priori... Et donc, on peut se dire, ok, une finition à l'huile, c'est très bien. Par contre, si on est dans une véranda qui donne sur l'extérieur, qu'on a des animaux, des petits-enfants, et là, je dirais opter peut-être pour un vernis. Voilà. Donc, c'est un peu les deux grands types de traitements en parquet avec deux types d'entretien. Voilà. Après, l'entretien classique, de temps en temps, nettoyer à l'eau, mais pas trop souvent, toujours bien essorer le torchon, jamais à grande eau, que ce soit de l'huile ou du vernis, c'est pareil. Ça, c'est l'indispensable. L'huile étant renouvelable localement, le vitrificateur pas. Ok, je prends note pour chez moi. Parce que le plancher commence à vieillir, mais bon, je suis locataire, donc ça sera pas pour moi. Donc pour revenir plus sur l'aménagement intérieur, mais plutôt sur le côté scierie de Bourguignon. On a interviewé ici une micro-scierie dans un des premiers épisodes, qui nous parlait du coup du fait de vouloir un peu développer ce système de micro-scierie. Oui. Chez Bourguignon Bois, on est peut-être à l'opposé enfin, j'ai pas opposé, mais on n'est pas vraiment sur une micro, on est... si, en fait, en soi, on est plutôt dans la catégorie des scieries artisanales. Hein. Donc, en fait, nous, la scierie, c'est notre activité de base, qui a débuté mon grand-père un peu après la Seconde Guerre. C'est une activité que mon papa a continué et n'a fait que ça jusque dans les années, au milieu des années 70. Et puis... petit à petit, en fait, pour nourrir toute la famille, il s'est dit, la scierie, c'est un peu limite. C'est un peu juste. Mais non, voilà, j'ai quelques enfants et c'est un peu chaud quand même, les fins de mois. Donc, il faut que j'élargisse un peu mon activité. Et c'est comme ça qu'on a commencé la seconde transformation en s'équipant avec un atelier de menuiserie traditionnel, mais qui permettait de faire des produits plus aboutis, et en développant aussi un peu le négoce, pour avoir un panel de produits plus large. Mais notre activité scierie reste une activité, je veux dire, relativement artisanale. Donc, on n'est pas du tout une scierie industrielle. On reste vraiment une scierie à échelle complètement locale aussi, avec un approvisionnement qui se fait au plus loin, dans les forêts ardennaises, peut-être de l'autre côté de la frontière, parce que la forêt ne s'arrête pas à la frontière. Mais donc, ça reste quand même assez local. On scie. Alors, ce qui nous distingue, c'est qu'on scie. Ce qui nous distingue, c'est parce que les grosses scieries industrielles, généralement, c'est feuillu ou résineux, mais jamais les deux. Nous, on fait les deux. Donc, on rentre principalement du mélèze, du douglas, du chêne, mais aussi un peu de frêne, un peu d'érable, du noyer si on en a, du peuplier. Voilà.
un peu toutes les essences qu'on peut trouver, même du merisier. Enfin, pour donner l'exemple, chez moi, j'ai un plancher en merisier parce qu'à un certain moment, on avait un lot de merisier, on n'arrivait pas à le vendre. Et donc, quand j'ai emménagé, mon père a dit « Ah, j'ai ce lot de merisier là, on va t'en faire du plancher. » Et donc, c'est un truc assez rare, en fait. Mais on essaie de valoriser ça au mieux auprès de menuisiers principalement, qui, eux, peuvent proposer à leurs clients du frêne, de l'érable et là, pour l'instant, on a aussi un projet d'une table en noyer, on avait un beau noyer, quelqu'un qui voulait une table en noyer, on va pouvoir lui faire sa table en noyer. Là, on a la grume, elle doit d'abord sécher un peu à l'extérieur, et puis elle séchera en séchoir à bois, et puis on pourra lui fabriquer la table. Donc la scierie reste quand même une activité assez artisanale, locale. On scie aussi beaucoup du débit sur liste. Alors, du débit sur liste, c'est, moi, je voudrais faire un carport et j'ai besoin de poutre en chêne, mais je voudrais du 15 sur 17 et du 20 sur 25 dans telle longueur, dans telle quantité. Donc, ça, on peut faire aussi. Alors, il y a des produits, par contre, qu'on fait de manière très régulière. Donc, on fait de la canadienne en sapin, en douglas, en mélèze. On en fait même en chêne de manière régulière. On fait de la volige en mélèze de manière assez régulière aussi. Donc, on a des produits, je veux dire, standards. Mais on fait aussi beaucoup de débit sur liste. Et puis, on scie aussi des plots dans les belles parties des grumes. Donc, c'est généralement la partie inférieure de la grume. Ça, c'est la belle partie de la grume. On fait du plot pour de la menuiserie, quoi. Ça, principalement dans le chêne, qu'on fait d'abord aussi sécher à l'extérieur jusqu'à atteindre un certain taux d'humidité, et puis qu'on passe en séchoir conventionnel pour l'utilisation, soit directement chez nous dans notre atelier de menuiserie, soit pour des menuisiers. Mais donc, l'activité de scierie reste vraiment... Pour nous, c'est, à l'heure actuelle en tout cas, c'est vraiment une corde en plus à notre arc. Ça reste notre métier de base, en fait. Et on est super content de pouvoir continuer à proposer cette transformation-là et de manière assez large, finalement, avec beaucoup de possibilités, beaucoup de flexibilité. C'est surtout ça, en fait, c'est la flexibilité qui nous distingue par rapport à une grosse scierie industrielle eux, ils vont devoir scier des gros volumes de la même chose pour être rentable. Nous, c'est plutôt des petits volumes de ce que les gens souhaitent, en fait. Avec quelques produits qu'on fait de manière régulière parce qu'ils sont demandés de manière régulière, mais surtout du débit sur liste, en fait. Ok. Oui, donc finalement, vous n'êtes pas très loin d'une micro. Enfin, non, on n'est pas très loin. En soi, non, c'est vrai. C'est peut-être le niveau au-dessus. Oui, parce que nous, on a installé depuis plus longtemps. Sans doute, notre installation est plus conséquente. Les machines ne sont pas les mêmes. Oui, les machines ne sont pas les mêmes, vraisemblablement. Mais on a ce niveau de flexibilité qui est quand même vraiment qui est là, quoi. Tous les jours, c'est une liste différente quasi qui est sciée, et quand on n'a pas des commandes bien spécifiques pour des clients, là on scie pour notre stock, mais donc c'est vraiment aussi beaucoup de débit sur liste. Ouais. Donc du coup, toutes ces scieries différentes peuvent cohabiter. Est-ce que les très grosses scieries vont pouvoir continuer à exister, ou est-ce qu'elles vont être remplacées par des plus petites, des choses un peu plus petites? Aussi longtemps que je me souvienne, en tout cas, donc j'ai 45 ans, donc ça fait quand même déjà un petit temps qu'on travaille de cette manière-là. Donc pour nous, c'est pas nouveau de cohabiter à côté de grosses scieries qui sortent des tout gros volumes dans des sections standards, des longueurs standards, et de nous, à côté, proposer le mouton à 5 pattes, le truc que les grosses scieries ne peuvent pas proposer parce qu'elles ne vont pas sortir 3 pièces dans une section, dans une longueur. Donc ça fait très longtemps qu'on cohabite comme ça. Moi, je crois plutôt que ça va continuer à cohabiter. En tout cas, de l'expérience que j'ai et de la demande comme on peut l'apercevoir maintenant, j'ai plutôt l'impression que ça va continuer à cohabiter. Parce que oui, on va jamais, nous, arriver à débiter comme une série en Finlande des CLS à cette vitesse-là, et voilà, ça, on va pas le faire. D'ailleurs, on n'est pas près de la ressource, donc ce serait pas un bon plan d'essayer de faire ça. Donc voilà, je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir de la transformation possible, proche d'où la ressource se trouve. Le problème peut-être qu'il y a, et que je pourrais identifier, et d'où l'apparition de nouvelles entités de sciage, c'est qu'il y a des choses à transformer, mais pas d'acteurs pour les transformer assez proches, et donc pas de valorisation. Donc pour valoriser... Mais pour ça, évidemment, c'est des essences peut-être un peu plus spéciales qu'on peut valoriser. Mais je pense que là, il y a peut-être une corrélation, mais jamais nous, on va se dire tout à coup, on va scier pour construire 10 maisons en une semaine, quoi. Ça, on va pas y arriver. Donc,
Mais par contre, oui, le carport avec des dimensions spécifiques, le peuplier qui est tout près de chez nous, qui n'est pas valorisé, ou ou parfois on a des aulnes, ou d'autres essences qui ne seraient pas valorisées, nous, on va pouvoir les valoriser, là où une scierie industrielle ne va pas s'embêter à valoriser ça. Donc, je pense qu'au point de vue de la valorisation de la ressource, proche, les petites entités de sciage ont tout leur sens. Voilà. Mais le critère important, c'est la flexibilité. Et ça, c'est... Oui, c'est ça qui fait la grosse différence avec une grosse série industrielle. Une grosse entité, oui. Ouais. Mais de fait, on a besoin des deux, parce qu'il faut quand même pouvoir... Oui, pour faire le meilleur usage de la ressource qui est à proximité, je pense que les deux sont bien. Ouais. Et pour l'utilisation du bois dans la construction en général, les deux sont bien. Oui, parce qu'il faut quand même des scieries qui fassent du CLS et du... Voilà. On en a quand même besoin un petit peu. Quoi. On en a besoin un petit peu aussi, oui, exactement. Donc c'est pas plus mal qu'il y en ait. Moi, je suis arrivé à peu près à la fin de mes, de mes questions. Je sais pas si tu avais quelque chose... Qu'on peut ajouter sur le thème de l'aménagement intérieur, tu crois ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le thème de l'aménagement intérieur ? Au niveau du bois, il y a des tendances, hein, les claustras, les petites lattes, toutes les choses d'aménagement intérieur qui, au niveau architectural, on peut créer plein de choses. Oui, l'avantage du bois, je pense que c'est la flexibilité au niveau du travail. Je veux dire, c'est accessible à beaucoup de gens, en fait. Tu avais posé aussi dans les questions, on n'est pas revenu là-dessus, tiens, est-ce qu'on pose nous-mêmes, est-ce qu'on pose pas nous-mêmes ? Oui, c'est vrai. C'était un des thèmes qu'on avait évoqué avant de faire le podcast. Mais je pense que le bois offre cette possibilité à tout le monde, en fait, sans avoir un grand équipement, d'arriver à faire déjà quelque chose de sympa, que ce soit pour poser son parquet. Alors, en plus, dans le parquet, typiquement, il y a différents types de planches, et donc il y en a qui sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres, mais on peut quand même assez facilement mettre quelque chose en œuvre soi-même. Là où, évidemment, il y a des choses qui seront plus réservées à des professionnels. Si on choisit un parquet, on appelle ça point de Hongrie, avec des lames assez compliquées à poser, là, peut-être que c'est faire appel à un professionnel si on l'a jamais fait, parce que la pose demande quand même un peu d'expérience, un calpinage précis au départ, etc. Mais le bois offre cet avantage-là d'être assez facile à mettre en œuvre. Et puis de pouvoir créer beaucoup de projets, en fait. Beaucoup de projets différents. Si on veut scinder les espaces, en utilisant du bois, c'est assez facile. Et tout ça est modulable dans le temps. Donc, oui, c'était un des thèmes. C'était, même nous, on a beaucoup de clients qui viennent en disant, tiens, comment je pourrais faire pour faire ça, pour ma terrasse. Là, on a dans notre équipe suffisamment de personnes qui peuvent prendre le temps de conseiller. Qu'est-ce que vous avez au sol, comment vous êtes équipé, qu'est-ce que vous avez déjà fait, ok, ça c'est accessible pour vous, ça il vaut mieux, on va vous diriger vers un pro dans ce cas-là, mais avec des solutions qui sont je veux dire accessibles à tout qui veut un peu mettre la main à la pâte. Et on a même jusqu'au service, depuis déjà un petit temps maintenant, on propose de l'aide à l'autoconstruction. Donc, les gens qui ont un projet de construction, qui ont parfois des plans, mais qui n'ont pas spécialement des plans prévus pour l'ossature bois, mais qui se disent, tiens, finalement, la construction, ça va quand même vachement augmenter au niveau des prix. Est-ce que j'essaierais pas de faire une partie moi-même, pour autant qu'on soit un peu équipé de nouveau ? Là, ils peuvent venir nous voir. Nous, on va refaire les plans en 3D en ossature bois. Et on va pouvoir fournir tous les bois entaillés avec vraiment étape par étape ce qu'ils doivent faire. Okay. Là, on a quelqu'un qui les assiste. Alors, on va pas avec eux sur chantier, parce que ça, c'est pas notre rôle. Mais par contre, on les assiste de la création du plan jusqu'à la livraison du matériel. Et une fois qu'ils sont sur chantier, ils nous appellent, OK, ça, c'est ça. Donc là, on peut vraiment aider à tous les projets d'autoconstruction. Et on voit que ça prend pas mal, parce que justement, c'est là qu'on peut économiser, quoi, en fait. C'est un peu à ce niveau-là que si on fait une partie soi-même, voilà. Et le bois permet de faire ça, en fait. Donc, que ce soit poteau-poutre, donc l'installation de poutres, et puis on remplit avec des modules entre les poutres, ou alors vraiment des modules à ossature bois qu'on installe directement, les modules déjà faits, et on n'a plus qu'à installer les modules. Mais ça, ce sont des projets qui... on a pas mal de clients qui se dirigent vers ce type de formule. Que c'est parfois pour une annexe, agrandir un peu la maison, c'est parfois pour un projet complet d'habitation. Et là, on peut vraiment fournir du bois pour la construction de la maison jusqu'aux portes intérieures, quoi. Donc, il y a tout le panel d'aménagement intérieur qui suit la construction. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés justement de contribuer
de participer à la création de leur habitat. Et bah, le bois, cet avantage-là d'être assez flexible et chouette à travailler, quoi. C'est vrai qu'il y a une fierté quand on a quand même fait une partie de partie de sa maison. Même si peut-être qu'on a monté un petit peu de travers le truc, c'est pas grave. Voilà. C'est quand même nous qui l'avons eu. Oui, et puis voilà, c'est ça. C'est le plaisir de voir les choses avancer. Et on peut avancer assez vite avec le bois, quoi. Ouais. C'est vrai que le bois se travaille assez facilement avec des outils relativement basiques, quoi. Il n'y a pas besoin de choses. Mais donc vous pouvez soutenir, soutenir un projet. Oui, on a 2 collaborateurs qui sont vraiment impliqués là-dedans, qui font les plans 3D, qui suivent vraiment le projet avec les clients, en les assistant, en voyant un petit peu ce qu'ils savent déjà faire et où ils ont besoin d'aide. Là, on les conseille un peu plus avant. Les nœuds constructifs un peu plus compliqués, on voit ça avec eux. Et donc, c'est des projets qui peuvent prendre un peu de temps, mais c'est très, très chouette de voir l'évolution, en fait. J'imagine. Mais du coup, j'invite les gens qui seraient intéressés par ce genre de choses à aller dans la description du podcast. Il y aura les liens, évidemment, vers le site internet pour qu'ils puissent venir vous rencontrer. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à passer un coup de fil, à prendre rendez-vous s'ils se sentent inspirés. Qu'il y a besoin d'un agrandissement, de quelque chose en plus. Surtout que les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui travaillent déjà le bois et je pense qu'il y en a qui ne le font pas ou qui n'osent pas, peut-être. Et c'est peut-être l'occasion de découvrir un peu tout ça. Je propose qu'on passe peut-être au quiz. Peut-être juste la dégustation de la bière pour faire le petit break. Le quiz, ça va être le moment où on va d'abord ouvrir une bière. Alors, on peut juste la goûter, on n'est pas obligé de consommer complètement la bière, ce qui n'est que 11 heures, mais on peut juste au moins goûter un peu. Et donc, du coup, on va goûter la baraque, qui est la blonde Kisket. Voilà. C'est ça, c'est exactement. Normalement, c'est une blonde forte. Au plus qu'on en skate, au plus qu'elle nous skate, qu'ils disent. Mais du coup, moi, s'il te plaît. En vrai, là, j'ai quelques caractéristiques normalement de la bière, et moi, je proposais peut-être qu'on goûte, et on se dit qu'est-ce qu'on goûte, en fait, dedans. Déjà, on pourrait peut-être sentir, et après, voir qu'est-ce qu'on pourrait goûter. Tu inventes des quiz au fur et à mesure. Hop. Moi, c'est juste une demi. Bon, ça va être là. Moi, je dirais déjà, à l'odeur, c'est très citronné. En tout cas, citron, peut-être pas, mais agrumes, peut-être. Agrumes. Il est fort sucré, non ? C'est très doux. C'est très doux, effectivement. Mais c'est 8% quand même, donc il faut pas... C'est traître, donc. C'est traître. C'est pas pour rien qu'elle skate, à mon avis. Quelle te skate. C'est vrai qu'il n'y a pas d'amertume. Non, il n'y a pas d'amertume, non, je trouve aussi. C'est pas coriandre, anis étoilé. Oui, zeste de citron et épices. Oui, c'est assez doux comme ça, oui. C'est vrai que c'est assez rafraîchissant. Ouais, il est pas mal. Ouais. En terrasse, non ? En terrasse, ça peut être... L'été. Pile maintenant, quoi. Pile maintenant. Voilà. Un temps de novembre. Exactement. Non, il est pas mal. Mais est-ce que on n'inviterait pas un jour quelqu'un qui s'y connaît en bière ? Mais là, vous n'avez pas bien choisi. Ah non, mais je veux dire vraiment, je sais plus comment est-ce qu'on appelle les œnologues pour la bière, c'est un nom, hein ? Je sais pas du tout, mais... Est-ce que pour le dernier épisode, on devrait pas justement faire venir un... Comme tu veux. Biérologue ? Non, c'est zytologue, je crois. C'est zytologue ? Non, le nom c'est zytologue, c'est les œnologues zytologue de la bière. Mais en fait, on dirait pas qu'elle fait 8%, vraiment. Ben non, mais c'est ça qui est un peu... Je pensais un peu traître, à mon avis. Un goût qui me dit ça peut taper sur la fin. C'est vrai ? Ouais. Mais c'est pour ça qu'elle s'appelle la blonde Kisket. Hein. Oui, parce que... On ne le sent pas. Je vais couper avec de l'eau. Je peux la diluer un petit peu. Oui, et on a des chips aussi, mais je sais pas si... peut-être un peu trop proche du... Oui, encore un peu proche du déjeuner, je trouve. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on enregistre l'après-midi, et là, ça tombe un peu... Ah oui, si c'est à partir de 11h, mon temps s'explique. Mais là, c'était un peu plus... matinal. C'était un peu plus tôt. Effectivement. Peut-être que la saison 2, on fera goûter du café. Ah, mais là, par contre, on te réinvitera pour le... Ceci dit, la bière est très bonne. Hein. Oui. Moi qui ne suis pas une grande amatrice, mais c'est... Voilà. Je ne trouvez pas quand même que ça fait un peu bière... Moi, je trouve que c'est approprié à la saison. Ça fait un peu fin d'année. Un peu bière de Noël épicée. Les épices me font penser un peu aux épices de... Mais c'est vrai que tu disais quoi ? Coriandre ? De la coriandre, du pain aussi. Des aiguilles de pain. Bah tiens, en plus, c'est bien, ça fait un peu bois. Anis étoilé. Anis étoilé, poivre. Donc, je vois, nez est marqué par la coriandre donnant des notes d'aiguilles de pain et de poivre. J'étais en train de me dire où est-ce que tu as trouvé ça, mais en fait c'est sur... le site internet en fait. D'accord.
Et moi, je l'ai copié-collé dans mon, dans mon déroulé d'émission. C'est vrai que je m'étais dit, sans regarder, est-ce que ce serait intéressant de goûter et voir vraiment ce qu'on goûte et on sent tout ce qu'ils disent sur leur site. Après, c'est comme les vins, t'en as toujours qui oui. font une petite note de cerise et de et de hareng. Voilà. Le reste, c'est du rouge, c'est du blanc. Moi, c'est vrai que moi, le vin, on me dit, ah mais tu goûtes le... Non, c'est du vin. Je ne goûte pas. Après, tu peux quand même goûter un mauvais vin, non? Ouais, non, ça. S'il est mauvais, tu le en sens. vrai, c'est une expérience, c'est-à-dire, c'est de reconnaître au moins un vin bouchonné et un qui ne l'est pas. Ça, c'est fort, mais j'en avais jamais goûté, et donc à chaque fois j'hésitais, et puis un jour il y a quelqu'un qui m'a dit non mais goûte celui-là, lui il est bouchonné. Je fais, ah d'accord, ok, maintenant ça va. Je peux confirmer. Et bien donc maintenant qu'on a notre petite bière à goûter, on va pouvoir passer à la partie quiz. Pour ces quiz, on a toujours deux quiz. On a d'abord un quiz sonore parce que je me dis que c'est un podcast, donc autant travailler sur les sons. Et puis on a un petit quiz questions-réponses. Alors le truc c'est que comme moi je connais les réponses, et Quentin ne les connaît pas, vous pouvez jouer tous les deux. Et puis les gens qui nous écoutent, vous pouvez jouer aussi. Ce premier quiz, ça va être un quiz musical. L'idée, c'est que j'ai pris 5 morceaux dans lesquels ça parle de plancher ou d'intérieur de maison ou de maison. Voilà, il y a un thème, central. Alors ça parle pas de plancher, mais là j'ai mon esprit qui fait attends, plancher. Donc... En tout cas, dans les paroles, il y a un moment où on parle de plancher ou d'intérieur ou de quelque chose qui a un rapport avec l'aménagement intérieur. Mais pour ne pas juste faire écouter la musique comme ça et juste essayer de trouver le titre ou l'interprète, l'un ou l'autre, ça sera bon. On se fera censurer sur les plateformes parce qu'on n'a pas les droits de... Vu qu'on l'entend très peu, je suis pas sûr. Okay. Je me suis dit que Bourguignon-Bois, c'était quand même un peu une scierie, bon, même si on a vu que c'était pas ça fait partie des activités. Je me suis amusé à mettre ces chansons comme si on les écoutait dans une série en fonctionnement, avec la musique très basse derrière. Et donc on va entendre, attention aux oreilles parce que vous allez entendre du coup une série en fonctionnement, et à l'arrière il y a la musique qu'il va falloir... il faut retrouver la musique. Il va falloir retrouver la musique. Ok. Et donc soit le titre, soit l'interprète. Ou les deux. Si on est très fort. Mais comme il n'y a pas de points et rien à gagner... La culture générale. Bon. Enfin, j'espère que c'est connu, quoi, que tu nous sortes pas un truc d'un gars qui a essayé sur YouTube il y a 13 ans. Je suis encore en train de réfléchir. Attends, une chanson où il y a le mot plancher dedans, mais j'arrive pas. Bon, on essaye. Bah oui. Alors en général, au tout début, on n'entend pas très bien, il faut attendre un petit peu parfois, mais toute la chanson y est, donc normalement, il y aura un moment où on va entendre quelque chose. Par musique, tu vas pas nous faire écouter toutes les musiques. Je ne mélange pas toutes les musiques à la suite. Bon, attention.
C'est tout en français. Tout en français. Sache que quand je fais les quiz des podcasts, à chaque fois j'ai une seule question et je dois trouver toutes les autres après parce que je me dis, oh ça c'est trop chouette, il y a un lien. Là. Bon, on peut essayer celle-là, mais oui, on va essayer, on verra bien. Raphaël. C'est pas Raphaël. Non. Ah, ok. J'ai toujours que le souffle, moi. En peut-être dû bouger un peu, mais c'est quoi ton casque? Je pense qu'on aurait vraiment dû appeler ces quiz les quiz de l'impossible parce que depuis le début c'est très compliqué. C'est une femme qui chante. C'est un homme qui chante, donc ça on était pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Parce que là effectivement... Donc c'est un chanteur français. Je crois qu'il est bassiste à la base. Sinon c'est pas grave si vous savez pas. En vrai, moi j'entends le souffle. De quelle année? Plus ou moins. Quelle génération? Récent, c'est récent. Bon, lui, il a 52 ans. Ah. Après, c'est plutôt 2000. Hein. Plutôt 2000. Et celle-là en particulier, c'est 2014. Je remets un peu. C'est après, pas 16 Non. Après, on peut passer à la suivante. Hein. Ah bah... C'est pas les frérots de la Vega. Non. Ah si, oui, je vois. Mais je ne sais pas qui chante. Ah. Très concentré autour de la table. Calogero. Mais oui, c'est Calogero, oui. Oui, je me suis dit, là, c'est quelqu'un de connu, en fait. Finalement, on le connaît quand même un peu. Je crois que les suivantes, je vais me mettre un peu plus au milieu de la musique, histoire qu'on ait un peu plus de son. Oui. Mais là, sur la fin, on reconnaissait. On reconnaît un peu mieux. Là, je me suis dit, ah oui, c'est connu. Non, je reconnais. Elle fait quand même quelque chose. Bon, suivante. Je vais la mettre au milieu cette fois-ci. C'est encore Cabrel. C'est encore Cabrel. C'est encore Francis. Et c'est une question d'équilibre, puisque le plancher l'appelle. Plancher. Comme quoi il aime bien le plancher, vraisemblablement. Il y a peut-être un acheteur au niveau du plancher. Je sais pas ce qu'il a comme plancher chez lui. Moi, peut-être qu'on invite. C'est du placement de produits, tu sais. Il bossait avec une société de parquet, il s'est dit bon, je vais mettre tout mon parquet. Suivante. Cette fois-ci, je remets au milieu. Ce sera plus simple. Sinon...
terrible, c'est que comme moi j'ai les réponses, je l'entends, mais... Mais là, moi, j'ai pas entendu quelqu'un chanter. C'est vrai ? Pourtant, moi, on a entendu chanter. Moi, la mélodie, j'ai l'impression que c'est une musique d'ascenseur, mais... J'ai pas entendu la voix. Attends, je vais essayer de trouver un endroit où on l'entend un peu. Dommage, c'est que c'est là qui chante. Juste le moment où il y a eu le petit pshhh en plus, donc... Exactement. C'est magnifique, c'est magnifique. Je saurais vraiment pas te dire. C'était Michel Polnareff. Ah, il chante très aigu, c'est pour ça, on l'a entendu. Et du coup, il se mélange avec la scie. Ah bah oui, non, mais c'est vrai. Ah oui. Mais j'ai même pas entendu la mélodie, en vrai. C'est vrai ? Moi, j'ai entendu un tout petit peu la mélodie, mais pas du tout sa voix. Eh ben, les gens qui nous écoutent, réécoutez le podcast en connaissant maintenant les choses et vous les entendrez. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que là... Il y a encore 10 musiques, mais si ça continue comme ça... Il en reste On a besoin de plus de bière. Ça va être très long. Vous en avez trouvé au moins 2. C'est Francis Cabrel, il passe bien au-dessus de la scie. Oui, lui, il est bien là. Donc, dans une série, il faut écouter du Francis Cabrel, ça passe bien au-dessus. Je vais mettre ça tout le temps. Bon, ben voilà, c'est toujours... Alors, les quiz sonores, ils sont toujours un peu compliqués. On va finir par en trouver un qui est bien. Je pense que c'est une question de dosage, de mixage. Hein, c'est une question d'équilibre, c'est ça ? Je pense. Comme Francis il dit. Effectivement, ouais. La boucle est bouclée. Voilà, exact. On va passer à un deuxième quiz qui est toujours beaucoup plus simple. Ça peut pas être beaucoup plus difficile que celui-ci. Plus difficile, ça peut pas. C'est mal me connaître. Tout est possible. Mais donc voilà, merci d'avoir participé à ce premier quiz. On le refera en mieux peut-être une prochaine fois. Mais il faut tester des quiz. Tu les écoutes avant Oui. Mais le truc c'est que moi, en fait le problème c'est qu'en ayant les titres et les interprètes, je l'entends. Ah oui, c'est sûr, bah oui. Et je pense qu'en ayant rien du tout, vu que tu ne sais pas à quoi te raccrocher, c'est plus compliqué. Il faudrait que je les fasse écouter avant. Mais j'ai appris que pour le Floodcast, par exemple, quand ils font des quiz, en général, ils en préparent 5, ils les testent tous les 5 et ils n'en montent dans le podcast que 2, parce que les autres, en général, ça plante. Oui, il y a des chances. Hein. On devrait en faire plus et sélectionner ceux qui sont. Voilà. On va parler des expressions dans lesquelles il y a le mot bois. Pas mal d'expressions en français dans lesquelles il y a le mot bois. Je vais essayer de vous les faire deviner avec juste un mot. Je vais donner un mot et il va falloir deviner l'expression dans laquelle il y a le mot bois, évidemment, dedans. Est-ce que vous êtes prêts ? Bon. Attends, je vais terminer la bière. J'ai pas dit est-ce que vous avez envie. J'ai dit est-ce que vous êtes prêts. Alors, le premier mot, c'est le mot chance. Et du coup, c'est une expression où il y a un mot... Donc, c'est une expression dans laquelle il y a le mot bois, qui est du coup lié à la chance. Waouh. Je me suis peut-être avancé en disant que c'était plus simple. Oh bah ouais, là... Chance avec le mot bois. Ouais. Et c'est vraiment le mot bois qui est dans... Oui, c'est vraiment... Oui, je sais que j'aime bien les jeux de mots en général, mais là, il n'y a pas de jeu de mots. Je vois pas. Quand on veut que quelque chose se passe bien, qu'on veut avoir de la chance, on dit qu'on... Toucher du bois. Exact. Oui, évidemment, bien c'est vu. malin. C'est tout simple en plus. Mais maintenant que vous avez compris la mécanique, ça devrait mais c'est aller. juste que c'est vrai que quand tu dis juste le mot bois, tu te dis ça peut être très très vaste en fait. Ça peut être très vaste. Après, il n'y en a pas 1000 des expressions avec le mot bois. Enfin... il n'y en a pas 1000, il y en a peut-être 900. S'il y a l'espace commentaire, je vous mets au défi de mettre plein d'expressions avec le mot bois. Une fois qu'on aura fait la liste, vous pourrez rajouter toutes celles que vous avez en plus. Le mot suivant est papille. Langue de bois. Exactement, oui. langue de bois. Ah bah oui. Papille, oui, langue de bois. Oui, quand même. Bon, le mot suivant, c'est entêté. Avec le mot bois. C'est peut-être un peu moins utilisé. Quelqu'un qui aurait la tête dure. Tête de bois, mais ça existe, ça, tête de oui, bois, ça existe. De bois. Oui. Comme ça, on apprend aussi des choses. Oui, c'est quelqu'un qui est un peu entêté. Moi, j'hésitais, mais donc ça se dit, tête de bois. Ça se dit. Tête de bois. Après, qui le dit, je ne sais pas, mais... Ah bah, moi, je vais le ressortir sans aucun doute. Et on a tous au moins une personne en tête à qui on pourrait le dire. Plusieurs même.
ne donnera pas de nom. Le mot suivant, c'est le mot argent. On rajoutera une petite musique de... Mais... Alors, on ne les utilise plus en Belgique. Rond de bois, non. Non, mais en France, par contre, ils en font encore. Chèque en bois. Chèque en bois. Ah oui, c'est vrai, en France. Mais oui, merci pour la France. C'est vrai ouais. qu'en France, c'est... Ils sont marrants. Ils sont toujours avec leur chèque. Ouais, oui. Bon, je vais laisser quand même. Pirate. C'est pas une expression, mais... C'est pas une expression ? C'est juste un lien avec les pirates, bois. C'est la jambe de bois. La jambe de bois. Oh, d'accord. Ok, oui. Ok. Ça cherche toujours Oui. un verbe, tu vois, avec un verbe. Ah, en fait, non, Il n'y a pas forcément de verbe. Mais en fait, j'en ai une dernière. Vas-y. Podcast. Langue de bois. Alors ça, j'aurais dit politique. Politique. C'est vrai que langue de bois, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Ah bah si, en fait. Ah bah si, on a fait papy, langue de bois. Oui. J'ai pas dit politique. Podcast. Bah, franchement. Gueule de bois. Bah ouais, quand même, on est dedans. Moi, je fais pas de la pub pour Gueule de Bois, moi. Oui. Ouais. J'ai dit qu'il fallait que je fasse des verres avec le logo dessus, mais on en fera peut-être pour le dernier épisode. Et ben voilà qui conclut ce quiz. Merci. Bon, il était un peu plus simple quand même que le premier. En Oui, effet. quand même. Et on va du coup arriver tout doucement à la conclusion de ce podcast. D'abord, merci Delphine d'être venue nous parler de Bourguignon-Bois et d'aménagement intérieur, etc. Avec grand plaisir. J'invite évidemment tous les gens à aller dans la description du podcast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Il y aura les liens vers le site internet. Je suppose que les gens peuvent vous contacter. Oui, il y a tout ce qu'on vend, en fait, quasi est présenté en ligne sur notre site. Et puis surtout, le site internet, c'est une porte d'entrée pour passer au magasin dans notre nouveau showroom, notre nouveau bâtiment. Qui est vraiment... C'est vrai qu'en plus, il y a un super nouveau accueillant et j'ai beaucoup d'espace. Je ne l'ai pas encore visité. Je suis pas encore... Ouais, oui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il était en construction. Oui, c'est le gros bâtiment à l'entrée. Oui, on est dedans depuis janvier et c'est vraiment un bel espace pour accueillir les clients. Mais c'est vrai que l'ancien espace commence à devenir un petit peu étroit. Tu es exigu. Mais donc du coup, en tout cas, un très grand merci d'être venu dans ce podcast. On remercie aussi évidemment Bois Local qui est partenaire pour cette saison 1 de Gueule de Bois. Je vous rappelle que Bois Local, c'est une marque collective belge qui vous assure que le bois que vous achetez provient de forêts proches du lieu de transformation de ce bois. Et vous pourrez y retrouver plein de choses en bois, que ce soit juste du bois pour vos idées de fabrication ou même carrément des produits finis comme des ustensiles de cuisine ou carrément des maisons en ossature bois. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet dont le lien se trouve dans la description de cet épisode et comme ça vous pourrez découvrir tous les adhérents possibles. On en a déjà interviewé pas mal dans ce podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes et puis sinon allez faire un tour sur le site de Bois Local pour découvrir tout ce qu'ils peuvent proposer et comment ça fonctionne exactement. On peut conclure vite fait aussi sur la bière que moi je trouve très bonne. Oui, elle est très bonne. Pour des gens qui n'aimeraient pas l'amertume dans les bières, c'est plutôt intéressant. Pareil, le lien est aussi dans la description pour tous ceux qui seraient intéressés. Je dirais quand même. Ah oui, par contre, effectivement, il faut... blonde qui skate. Ouais, c'est ça. Elle porte bien son nom. Elle te skate discrètement, quoi, comme ça. Hop, un petit coup de... En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes, les épisodes précédents si ça n'a pas été fait. Et n'oubliez pas que donc, le podcast sort tous les premiers lundis du mois. Dans le prochain, on va un peu continuer le sujet ici du bois intérieur et extérieur, puisqu'on va aller parler du traitement du bois plus en profondeur. On en a un peu parlé ici dans cet épisode-ci, mais on ira un peu plus en profondeur et voir un peu quelles sont les possibilités de traitement et aussi traitement écologique, bio. On va voir un petit peu tout ça. Je vous laisse la surprise pour la suite. Et puis, tchuss les ateliers.